Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Sahara et on est là pour parler de bisexualité parce que le premier épisode de cette nouvelle saison sort le 23 septembre et le 23 septembre, c'est aussi la journée internationale de la bisexualité ou la journée internationale de la visibilité bi. Et dans ce podcast, on aime bien la visibilité. Et ce podcast, c'est un peu de la visibilité en soi. Donc voilà, on est parti pour parler de bisexualité et de handicap et de tous ces sujets-là. Du coup, bonjour Sahara, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors bonjour, alors du coup moi c'est Sahara Azek, j'ai 23 ans. Je suis un militant et artiste queer, NB, handi aussi et du coup et prolo. Du coup j'ai commencé à rentrer dans la commu LGBT du coup justement par ma bisexualité. Et voilà, et mon travail du coup tourne beaucoup autour des arts militants et de toutes ces questions justement de visibilité des personnes marginalisées. Ok, super. Du coup, déjà, la première question, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'était comment tu définis ta bisexualité ? Parce que je sais qu'il y a plusieurs définitions et on a un peu du mal à se mettre d'accord dans la commu. Du coup, je voulais savoir comment toi, tu définissais ça. Bah moi j'ai toujours défini ça comme une attirance pour son genre et les autres genres. Après oui, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de de définitions différentes, mais du coup pour moi c'est quelque chose qui est très englobant. Ouais, clairement. Je pense que en 2022, il est temps de sortir de la définition bisexualité, c'est être attiré par les hommes et les femmes. Je pense qu'il est temps parce que il y a beaucoup de personnes trans et non binaires qui s'identifient aussi comme bi et c'est pas parce qu'il y a bi dans bisexualité que ça en fait forcément une orientation binaire. Et moi aussi, j'ai un peu la même définition que toi et voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Moins de binarité dans la bisexualité, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, comment tu as pris conscience de ta bisexualité ? Quand et comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su ou c'est venu un peu sur le tas ou... Bah alors, je dirais que ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu un premier temps quand j'étais vraiment enfant où pour moi c'était comme quelque chose d'évident, mais en même temps j'avais ni mots, ni représentation, ni rien pour le dire. Du coup juste c'était là et puis voilà, je savais pas trop quoi en faire. Puis du coup il y a eu quelques années qui se sont passées et j'ai vraiment réussi à me mettre un mot dessus et vraiment plus construire et pouvoir du coup questionner cette identité, etc. C'était à partir de la quatrième, donc relativement tôt quand même dans tous les cas. Et du coup voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu entrer justement dans les lieux queer, etc. Dès l'adolescence, du coup, tu as commencé à fréquenter ces milieux-là. Ouais, dès l'adolescence, ça a été une très grosse partie de mes cercles de sociabilisation de par cette bisexualité. Mes amis, c'était quasi exclusivement des personnes qui l'étaient aussi, ou des personnes LGBT de manière plus générale. Et puis c'était quand même su par les autres collèges et au lycée, ce qui n'était pas forcément pour le mieux, mais c'était largement su. C'est chouette que tu aies été entourée assez vite de personnes bi et tout, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Après j'ai eu la chance de vivre dans une grande ville aussi où c'est toujours plus facile quand Ouais, c'est sûr. Et du coup, parce que t'as pas trop parlé de ton handicap, mais du coup, est-ce que tu savais aussi déjà que t'étais handicapée à l'époque ou est-ce que genre les deux identités se sont un peu superposées ou... bah ça fait un peu pareil que pour la bisexualité, c'est-à-dire que pendant longtemps c'était là, c'était visible, mais en même temps j'avais pas de mots ni de représentation pour en parler, pour même juste pour être pris en charge, hein, tout simplement. Et du coup, ça s'est petit à petit fait en justement en voyant d'autres gens, etc. On commençait aussi à être mieux pris en charge, rien qu'en changeant de médecin ou ce genre de choses. Parce que bon, quand t'es avec un médecin qui nie tout en bloc, c'est plus compliqué de se revendiquer, de se penser comme étant handicapé, alors que quand tout de suite tu passes vers un médecin qui en a un peu plus quelque chose à faire de ta santé, ça peut aller enfin, ça peut aller quand même assez vite. Mais du coup, je dirais que ça a quand même pris un petit peu plus de temps. Je dirais que ça, après bon voilà, je dirais que c'est un peu près au lycée où ça commençait à, où j'ai commencé à pouvoir se mettre ce mot là-dessus, alors que effectivement, genre,
enfin, genre, c'était quelque chose quand même qui me traînait depuis que j'étais, enfant, quoi. Genre, c'était pas parce qu'en soi, oui, j'ai toujours été handicapé. Tu as un syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est ça? Oui, alors j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos. Entre autres choses? Ouais, ça rentre autre chose parce que j'ai une petite dizaine de maladies chroniques et du coup, elles se sont plus ou moins toutes, déclarées à un moment de ma vie. Il y en a qui se gèrent plus ou moins bien, hein, mais voilà. Ouais, ouais, OK. Ouais, du coup, ça a été plutôt d'abord la bisexualité et ensuite le handicap plus. Ouais, parce que étonnamment, j'avais plus facilement accès justement à des lieux où la bisexualité existait que des lieux où le handicap existait. Et au contraire, justement, les personnes que je côtoyais dans la communauté LGBT étaient toutes des personnes valides et des personnes cis aussi, mais du coup, forcément, ça restait dans ce cadre-là très valide, très. Ouais, ouais, ça, on va en parler un peu plus tard, n'est-ce pas? C'est marrant parce que moi, c'était bah, ouais, moi, c'est différent. J'ai été diagnostiquée quand j'avais quoi, 3 ans et bon, quand tu as une paralysie cérébrale et que tu te déplaces en déambulateur, puis en fauteuil et en déambulateur et en fauteuil, enfin bref, c'est assez visible et tu peux pas faire autrement. J'ai toujours été, la meuf handicapée ou la personne handicapée quand j'étais au collège ou au lycée et tout. Et pour le coup, moi, quand j'ai capté que j'étais bi, c'était difficile. Parce que j'étais là à me dire: «Mais tu vas pas cumuler, tu es déjà handi, maintenant tu tombes amoureuse d'une fille, genre, c'est quoi cette affaire? Non, non, heu, c'est pas possible». Et du coup, ça a été dur à accepter, ouais, de cumuler un peu les 2. Et maintenant, j'en suis à un point où je cumule tellement que je suis là genre: «Bof». On n'est plus à une discrimination près, j'ai envie de dire. Mais ouais, ouais, mon moi de 16-17 ans a eu du mal à accepter ça et j'ai mis presque 10 ans à faire mon coming out bi et du coup, ouais. Bah, c'est marrant parce que moi, pour le coup, justement, avant de pouvoir mettre le mot handicap dessus, par contre, tu vois, genre, j'étais quand même visiblement malade, tu vois? Juste les gens ne mettaient pas forcément ce mot là-dessus, mais par contre, pour le coup, en termes de harcèlement scolaire ou ce genre de choses, j'avais un peu le droit à tout et n'importe quoi. Parce que effectivement, j'avais des aides à la mobilité, j'avais, tous les symptômes que peut avoir mes différentes maladies, quoi. Genre, par exemple, les hospitalisations à outrance, ce genre de choses, tu vois? Genre, j'étais quand même très médicalisé et pour autant, quasiment me refusait le fait de me revendiquer comme handicapé, tu vois? Ouais, parce que tu étais pas assez visiblement handicapée peut-être? Ouais, c'est un peu toujours ce truc de tu jamais assez handicapé pour aller valide, quoi. Ouais, 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 comme d'habitude. C'est sûr. Et du coup, parce que, enfin, apparemment ça a eu l'air d'être assez simple pour toi, en tout cas avec tes amis et tout, à l'adolescence. Mais du coup, avec tes parents, comment ça s'est passé? Et avec ton entourage en général? Bah, autant avec mes amis, ça allait parce que du coup, il y avait aussi le truc où du coup, comme je te disais, j'étais très visible en tant que personne bi. C'est-à-dire que tout le monde le savait et cetera. Donc factuellement, c'est aussi pour ça que j'ai aussi rencontré pas mal de gens qui l'étaient aussi, parce que les gens venaient plus facilement vers moi vu que je l'étais, visiblement. Après, avec mes parents, ça a été une véritable catastrophe. En gros, ce qui s'était passé, c'est que je sortais avec une personne et notre prof de sport de l'époque nous avait menacé de nous outer à nos parents, parce qu'il était, ouvertement LGBTophobe. Ce à quoi du coup la personne avec qui je sortais a dit: «Bah écoutez, vous avez qu'à le faire, mes parents ils s'en foutent». Et moi j'étais pas du tout dans ce truc-là où j'étais en mode: «Non, moi ça va pas le faire du tout s'il leur dit». Et du coup, bah, j'ai voulu prendre les devants et leur dire, mais du coup déjà c'était dans un cadre où c'est pas moi volontairement qui a voulu le faire, ça on m'a mis un peu, sous la contrainte de devoir en faire un de coming out et du coup, bah, je me suis retrouvé à devoir le faire. Et ça s'est très mal passé. Plus vraiment comme à l'époque, je savais pas comment on était censé faire ce genre de choses, je sais pas comment les autres, faisaient. Du coup, genre vraiment, j'étais à un repas de famille, donc il y avait mes parents et ma grand-mère et son mari. Et vraiment, en fait, je me suis levé au milieu du repas et je leur ai dit ça, quoi. Je leur ai dit, bah, en fait, je suis bi. C'était genre complètement terrifiant. Et puis c'est d'autant plus terrifiant quand la réaction en face, elle est vraiment très froide. Genre, on m'a juste regardé hyper mal et plus personne n'a rien dit pendant tout le repas. Et du coup, en service civique, du coup, j'ai subi pas mal de violence de la part de ma mère à base de séquestration et de privation de nourriture pendant quelques mois après. Parce que du coup, elle le supportait pas du tout et du coup, elle est toujours dans un déni un peu de mes identités, que ce soit les identités trans, bi et même handicapées. Parce que pour elle, c'est impossible qu'un de ses enfants puisse l'être un des trois, si ce n'est les trois en même temps, quoi. Alors qu'on vient déjà de base, nous, on a grandi quand même
bah, surtout du côté de notre père, dans le militantisme syndicaliste, etc., de classe pop. Enfin, genre, quand j'étais gosse, on m'emmenait en manif, par exemple, sur ce genre de choses. OK. Ouais, donc t'as quand même des parents qui sont un peu politisés, quoi. Bah, mon père, oui, ma mère, non, mais tu vois, malgré ça, genre, pour elle, c'était impossible de penser au-delà de la question de la classe, en fait. C'est comme c'était la question, pour le coup, la première sur laquelle j'ai été confronté quand j'étais enfant, hein, genre. Mais ouais, ça s'arrêtait là, et du coup, après, c'était plus complexe. Et du coup, oui, non, c'est avec mes parents, ça s'est très mal passé. Et puis, du coup, ça a été tellement nié que, du coup, pour mes frères et sœurs, comme ils sont tous plus jeunes que moi, comme ça a été complètement nié par mes parents. Mes frères et sœurs, en fait, l'ont appris beaucoup plus tard, malgré le fait qu'ils étaient là ce jour-là. Parce que eux, comme ils étaient petits, ils se rappellent pas forcément, en fait. Enfin, par exemple, ma sœur, qui pourtant était pas, pour le coup, est assez proche de moi en âge, comme pour elle, elle avait un vague souvenir que j'avais dit ça, mais en même temps, comme derrière, j'avais jamais présenté quelqu'un à mes parents, ou ce genre de choses, tu vois, par exemple, elle était partie sur l'idée que, bah, en fait, c'était un espèce de faux souvenir qu'elle avait eu, quoi. Et du coup, ça en est rediscutant il y a quelques années avec elle, qu'en fait, je lui dis, mais en fait, je présentais juste personne aux parents parce que, bah, ils étaient pas OK du tout avec ça, quoi. Du coup, enfin, tu quand même du soutien de tes frères et sœurs maintenant ou c'est Alors moi, je suis le grand d'une grosse fratrie. On est 5. Du coup, la majorité de la fratrie maintenant, oui, mais aussi parce qu'il y a une grosse rupture familiale avec mes parents. Sur les 5, on est 3 en rupture complète, et puis le plus petit est vraiment très jeune, donc pour le coup, lui, c'est encore un cas particulier. Mais du coup, avec ma sœur et un de mes frères, ça se passe très bien. Mais par exemple, j'ai un de mes frères qui est un masculiniste, incel, etc. Donc autant dire que ce genre de choses ne passe pas du tout, et genre je me suis déjà pris des droites de sa part, par exemple, tu vois. Donc ça dépend vraiment, genre disons que c'est soit tout, c'est très peu nuancé, c'est soit tout blanc tout noir, mais OK. Ouais. D'où l'importance d'avoir, une famille choisie, n'est-ce pas? D'où l'importance d'avoir une communauté autour de nous et pas juste la famille, biologique parce que voilà, ça ne se passe pas toujours bien. bah oui, surtout que moi, en parallèle, du coup, j'étais dans la communauté LGBT, et on me disait quand même en permanence que la biphobie, c'était pas un vrai truc, que les bis supportaient rien de discrimination, etc. Et à côté, moi, j'étais en mode, bah, si, si, je les expérimente, quoi. Genre, et d'autant plus que je sais que je pense qu'il se passait mal, c'était aussi l'idée de dire que bah, c'était vraiment vu comme une espèce de déviance d'être en mode, bah non, au moment, faut choisir, quoi. Mais que le côté multisexualité était quand même très mal compris, et très ce truc de, bah, t'as qu'à choisir ton camp, quoi. Oui, oui, bah oui, le fameux mais ça, c'est un truc, mais enfin, ton témoignage, c'est encore une preuve qu'il y a pas de privilège bi là. Je sais pas c'est quoi votre truc, mais non, en fait. Surtout que pour moi, c'est une question de passing, en fait. Genre, les passings, c'est comme pour toute discrimination, c'est-à-dire que les gens vont plus ou moins passer pour la norme, et tu vas être plus ou moins emmerdé selon ça. Mais moi, par exemple, j'ai genre jamais eu de passing hétéro, donc on va pas, enfin, j'ai jamais eu ce privilège de pouvoir me dire non, on m'emmerde pas, quoi. Même quand, par exemple, je pouvais être dans des couples pouvant être perçus comme hétéros, bah, je me faisais quand même toujours emmerder parce que je n'avais pas le passing hétéro. Pour dire, pour la petite anecdote, une fois je sortais avec une personne, genre au lycée, il y a quand même un gars qui est venu taper la personne avec qui je sortais parce qu'il trouvait ça dégueulasse de sortir avec une personne comme moi, tu vois. Du coup, genre quand derrière il y a des personnes de la commu enfin de la commu LGBT qui disent que la biphobie ça n'existe pas, alors que, enfin, et le plus drôle c'est encore quand c'est des personnes qui elles pour le coup en hétéropassing qui te disent ça. J'avoue que ça te Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ouais, d'ailleurs, force et courage à toutes les personnes bi qui sont en couple hétéro. Vous êtes valide, OK, vous êtes légitime et vous faites partie de cette commune-là aussi. Et aussi toutes les personnes bi qui sont en couple gay et qui sont invisibilisées. Enfin, en fait, on est hyper nombreux et nombreuses. Ouais, et puis même les figures historiques enfin les figures historiques bi ont toujours été soit mis catégorie hétéro, soit catégorie gay, mais on a tout de suite effacé ça. Et puis bon, il y a aussi la gestion des meufs bi, la gestion des mecs bi qui est différente. Parce que bon, les meufs bi c'est des hétéros curieuses, et les mecs bi c'est des gays refoulés, quoi. Genre, et tu fais, Évidemment. et les deux sont extrêmement biphobes au final. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, ouais, ben, oui, toute la pop culture a contribué aussi à perpétrer ces stéréotypes et tout et heureusement, c'est encore un peu en train de changer, mais ça a mis du temps. Mais ce sera pour la question recommandations culturelles. Et là, du coup, on a parlé un peu des parents, de la famille, tout ça.
Et je sais pas, en fait, si j'ai envie de parler de mon coming out à moi parce qu'il était un peu si, il faut que j'en parle, en fait, parce que c'est important. Parce qu'il est tellement pas classique ce coming out que vraiment il faut en parler, je pense. En fait, un jour, un dimanche après-midi, j'étais chez moi en pyjama, pas coiffée, rien du tout et j'ai pris une photo où on voyait du coup mes jambes et mon fauteuil et mes cicatrices et tous les trucs qui me faisaient archi complexer à l'époque et en fait, j'ai pris cette photo et je trouvais cette photo hyper cool alors que voilà, on voyait tout mon strabisme, enfin tout. Ah oui, et j'ai fait mon coming out le lendemain du 23 septembre, du coup, le lendemain de la journée, internationale de la bisexualité et ce n'est clairement pas un hasard. Heu, en fait, la veille, j'avais partagé une vidéo de Vivre avec, n'est-ce pas, que tout le monde connaît un peu dans la communauté handi, Ouais, qui est une personne handi et bisexuelle du coup et qui avait fait une vidéo YouTube pour cette journée-là où il parlait de 7 clichés sur la bisexualité et moi j'avais partagé cette vidéo sur Facebook en disant que j'étais concernée et puis quelques heures après j'avais pas assumé et je l'avais enlevée et puis le lendemain, ouais, j'ai pris cette photo et je sais pas, j'étais dans une espèce de transe et je me suis dit: «Non mais il faut que tu arrêtes de faire ça et il faut que tu arrêtes de te cacher» et j'ai écrit un texte que j'ai posté sur Facebook, mais qui est même pas juste pour mon coming out bi, c'était vraiment un texte sur, l'acceptation de moi-même et le fait d'être handicapée et d'être bi et d'être à l'époque, je pensais que j'étais une meuf, maintenant je sais que j'en suis pas une, mais bref. Du coup, ouais, ce truc de cumuler, sexisme, validisme et biphobie, enfin tout ça. Du coup, j'ai écrit ça, j'ai posté ça sur Facebook et avec la photo, bien sûr, la photo où on voit, mon fauteuil et tout et ben, ça a résonné, en fait, dans pas mal de gens, j'ai l'impression parce que j'ai des potes qui m'ont commencé à demander s'ils pouvaient le partager et tout et puis beaucoup de gens l'ont partagé et puis, c'est devenu viral, comme on dit. Ça allait très, très vite. En 24 heures, il y a eu genre, 500 likes, enfin 500 réactions sur le texte et tout et vraiment j'ai pas compris ce qui s'était passé. À tel point que le lendemain, il y a une journaliste de l'Express qui m'a contactée pour me demander si, elle pouvait publier, mon texte, comme témoignage, sur le site de l'Express et moi j'étais totalement paniquée parce que je savais pas quoi faire. Enfin, parce que du coup voilà, moi j'ai écrit ce texte, mais mes parents ne savaient pas que j'étais bi, en fait et du coup, c'était un peu brûler les étapes, quoi. Genre, attends, du coup, il y a plein de gens qui savent que je suis bi, mais mes parents sont pas au courant. Enfin, c'était assez bizarre et j'avais 25 piges à l'époque. Enfin, j'étais encore un bébé, un peu et vraiment, c'était beaucoup d'un coup et en fait, je me suis dit: «Je vais le faire quand même». Je l'ai fait en étant anonyme, enfin, j'ai pas mis mon nom ou quoi, mais j'ai bien vérifié que la journaliste allait pas changer mon témoignage ou quoi, ou changer des mots ou quoi. Et vraiment, elle a été top. Elle a vraiment bien fait les choses. Et du coup, je l'ai fait et l'article a été posté sur le site internet de l'Express et sur la page Facebook de l'Express. Et je l'ai fait parce que, en fait, je me suis dit, si ça peut aider des gens qui sont dans ma situation, bah, je le fais, en fait. Et je passe au-dessus de mes peurs et tout, et je le fais. Enfin, si ça peut aider des gens qui sont dans le placard ou qui se sentent mal ou qui. Je pense que enfin, ce texte, il peut aider tellement de gens, même des personnes valides, hétéros et tout. Donc, bref, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc, oui, je l'ai dit à mes parents. Et là, je crois que mon chat vient d'aller gratter dans sa caisse. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Et je ne vais pas couper ça au montage parce que oui, j'ai un chat et elle fait du bruit. Et voilà, on enregistre et c'est comme ça. Donc si vous avez entendu du bruit, c'était mon chat. Merci Cybelle, ça fait plaisir. Du coup, voilà, j'ai dû le dire à mes parents et ça s'est bien passé du côté de mon père. De toute façon, mon père est génial. Bisous papa, je sais que tu m'écoutes et merci. Et avec ma mère et mon beau-père surtout, mon beau-père, voilà, voilà. Parce que quand j'ai revu ma mère, elle avait pas encore lu le texte, du coup elle savait pas.
Mais il fallait quand même que je parle de la violence des commentaires que j'avais reçus parce que du coup, il a été publié sur la page Facebook de l'Express. Il y avait des commentaires, mais d'une violence, et du coup, j'étais choquée, quoi. Enfin, vraiment. Et du coup, j'avais quand même un peu besoin d'en parler. Et il y a mon beau-père qui commence à dire ouais, non, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils vont un peu trop loin quand même. Enfin, genre, hier, j'ai lu un article dans Libération d'un gars qui revendiquait sa bisexualité et c'est n'importe quoi. On va pas sortir un drapeau dès que quelqu'un est différent. De toute façon, c'est bon. Enfin, ça existe pas et tout. Enfin, et et j'étais là. Oui, bah alors en fait, tu parles de moi là. Du coup, il a commencé à me dire non, mais c'est bon, t'es lesbienne, tu peux être attirée par les filles, donc t'es lesbienne, on va pas en faire tout un plat et tout. Enfin, en mode grosse négation et avec un air mais tellement condescendant de je sais tout mieux que toi alors que je suis pas concernée. Enfin bref. Et ça a hurlé et hurlé et ma mère a trouvé à dire juste chut, baissez d'un ton parce que les voisins vont vous entendre. J'étais là, ok maman, merci du soutien, ça fait plaisir. Sachant que c'était mon déménagement et que donc les voisins, j'allais plus jamais les revoir et je m'en fichais un peu de faire du bruit ou pas. Donc c'était assez mouvementé. Et au final, je pense que ce texte sera toujours utile. Et du coup, si vous tapez handicap et bisexualité sur Google, vous tombez sur mon texte et sur ma tête de moi de il y a 5 ans qui avait vraiment une tête de bébé et j'étais à milieu de là où j'en suis aujourd'hui. C'est incroyable, en 5 ans, comme tu peux évoluer sur un nombre de trucs assez ouais, incroyable. Et du coup, ouais, ce texte, maintenant, quand je le relis, je trouve qu'il est assez binaire parce que ben, je pensais que j'étais une meuf et j'avais beaucoup moins de connaissances sur la non-binarité, tout ça. Et même ma définition de la bisexualité est très binaire. Et donc, si je devais le réécrire maintenant, je changerais 2-3 trucs, mais je suis quand même très fière de ce texte et qu'il soit publié là et je pense, je le considère ça comme un de mes premiers actes militants. Et pour moi, c'est un petit peu le petit frère du podcast. C'était un peu la base de tout. Et voilà, si vous voulez aller lire le texte, allez-y. Je ne sais pas si je le mettrai en story ou pas, mais voilà. C'était ma petite histoire de coming out qui est quand même assez inhabituelle et je pense que ouais, c'était important de. Mais d'ailleurs, ça me fait penser parce que là, pour le coup, que ce soit toi et moi, on a quand même des histoires un peu, pour moi qui est violente, pour toi qui est quand même originale, on va dire ça comme ça, de coming out. Et je pense que ça, c'est aussi un truc où souvent enfin dans les communautés LGBT, on va aussi reprocher beaucoup plus aux bi quand leur coming out se passe bien que pour les autres de la commu. Et que juste que bah en fait c'est aussi ok de pas avoir de violence à subir aussi parce que c'est pas le cas de toutes les personnes LGBT. Et puis bah, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi de l'hétéropassing qui va jouer dedans ou du cispassing et tu vas subir bah, plus ou moins selon comment toi tu te trouves, mais en soi t'as quand même le. Je vais donner un exemple parce que il y a quelques années je discutais justement avec une personne de la commune LGBT qui niait complètement que la biphobie existait. Et moi, pour le coup, je suis quand même militant depuis très longtemps. Enfin, genre, ce genre de trucs, je les laisse pas passer. Et du coup, bah, je vais directement confronter la personne. Et du coup, voilà, on discute et on discute. On s'est pas engueulé ni rien, juste on discutait. Et du coup, en fait, à la fin de la discussion, la personne en vient à dire oui que elle s'était trompée, etc. Voilà, que effectivement, elle pouvait pas nier que moi j'avais eu de la biphobie, etc. Mais j'apprends derrière que une personne du coup que je connaissais, qu'elle connaissait aussi, qui elle pour le coup du coup était dans un couple hétéro, qui elle pour le coup avait plutôt un hétéropassing, qui était une personne qui se sentait très peu légitime alors que bah elle a le droit de l'être à cause justement du fait qu'elle sortait avec un mec. Et en fait, j'avais appris que derrière, la personne, en fait, était allée emmerder cette meuf en pareil, en fait, en lui redonnant en lui donnant le même discours qu'elle m'avait tenu, mais face à elle, parce qu'elle avait cette facilité d'être face à quelqu'un qui se sentait déjà pas légitime et qui allait du coup moins lui rentrer dedans pour lui dire qu'en fait, non, c'est de la merde ce que tu dis, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que souvent aussi, quoi, on essaie de discréditer la bisexualité et la biphobie, bah en fait, on va attaquer les personnes qui vont déjà de base se sentir pas légitimes, alors que c'est jamais des gens qui vont justement aller voir des gens qui ont pas un hétéropassing, qui sont des militants depuis longtemps, ou ce genre de choses, qui ont déjà ce travail en fait fait.
Mais bon, c'est souvent le cas, hein, dans les discriminations, on va toujours attaquer celui qui peut moins se défendre, hein, on va pas se mentir. Et du coup, c'était d'autant plus, je trouve inadmissible qu'effectivement c'était, dans la commu LGBT, quoi. C'est pas une personne hétéro qui lui a dit ça, Ouais, ouais. Ah ben ça, les lesbiennes biphobes, c'est un truc. Voilà, voilà, hein. Bah, d'ailleurs, c'est une transition parfaite pour la prochaine question parce que je trouve que, bon, déjà, quand tu es handi dans la communauté queer et que tu vois tous les lieux queer qui sont pas accessibles, tout ça, c'est compliqué, mais quand en plus tu es le B de LGBT, ça rajoute de la difficulté. Et moi, c'est pour ça que pendant hyper longtemps, j'ai pas voulu aller dans les centres LGBT et tout et fréquenter ce genre d'endroit parce que j'avais trop peur d'être rejetée en fait. Et ça fait que depuis que je suis à Rennes, là, ça fait ouais, 1 an et demi, même pas, que je suis à Rennes, que je commence vraiment à fréquenter la commu et tout. Et ça fait du bien. Et merci Rennes. Et j'adore cette ville. Et voilà. Mais j'ai mis hyper longtemps. Enfin voilà, j'ai 30 piges, quoi. Et c'est grave que des personnes mettent aussi longtemps à rejoindre cette commune-là alors qu'elles sont légitimes à en faire partie. Du coup, comment tu te sens en tant que personne handi et bi dans la commu queer? pour mon rapport à ça, moi j'ai commencé du coup à vraiment entrer dans les milieux de bi, enfin LGBT de manière générale. J'étais allé justement avec la personne avec qui je sortais quand le prof de sport nous avait emmerdés, parce que du coup cette personne était out depuis un peu avant moi, était déjà assez confiant et tout, avait le fait d'avoir ses parents de son côté, etc., etc. Et du coup, en fait, quand on était ensemble, genre, la personne m'avait proposé justement d'aller ensemble au centre LGBT de Nantes et tout. D'ailleurs, centre LGBT de Nantes qui est pas du tout accessible, parce que à l'époque, moi, j'avais des béquilles, donc j'avais réussi à rentrer. Mais c'est dans une petite rue à la con, avec des marches et tout le bordel. Et en y repassant, il y a pas très longtemps, c'est toujours la même chose. Ça fait 10 ans, ils ont pas changé du rien. Parce que c'est ça, je devais avoir 13 ans la dernière fois que j'y suis allé. Là, j'en ai 23, quoi. Du coup, en 10 ans, il n'y a pas eu ne serait-ce qu'un effort fait au centre LGBT de Nantes pour être plus accessible. Et déjà, du coup, alors, je connais pas du tout l'équipe à l'heure actuelle, donc je vais pas non plus taper sur l'ambulance. Enfin, j'en sais pas du tout le but, mais je sais qu'à l'époque, justement, on avait été un peu reçus comme un peu, tu sais, un peu des hétéros qui se cherchent, quoi. Enfin, genre, en plus, comme on était jeunes et tout, on n'avait pas été. Après, bon, ça avait quand même été un peu la voie d'entrée, parce qu'après, du coup, on avait quand même pas mal. Enfin, c'était souvent avec cette personne, du coup, que j'allais avec dans les bars, notamment les bars lesbiens de Nantes, ce genre de choses, et ou les bars gays de manière plus générale. Et c'est vrai que sociabiliser, c'était un peu compliqué, effectivement, parce que pour la petite histoire, c'est que moi, j'étais sorti justement avec une meuf lesbienne quand j'étais au collège, et qu'elle passait son temps à me dire que les bis c'était des infidèles, etc. Qu'elle me disait, ouais, je suis sûr que tu vas finir par me tromper, etc. Pour qu'au final, ce soit elle qui m'avait trompé avec quelqu'un, quoi. Pardon. Et du coup, genre, et c'est des discours que t'entends tout le temps quand t'es, du coup, dans ces lieux de sociabilisation, t'entends toujours, oui, que les bis c'est des infidèles, c'est des curieux, c'est des machins. Et en fait, on nie le fait que ça puisse être une identité à part entière et que en fait, c'est pas juste. Enfin, genre, c'est comme les gens qui passent leur temps à demander aux bi s'ils sont chauds pour les plans à trois, par exemple. Tu vois. Genre, je sais pas combien de fois on me l'a demandé, mais en plus, depuis très jeune, c'est aussi ça qui est super glauque. C'est que moi, j'avais des gens qui me proposaient ce genre de trucs, j'étais au collège, quoi. C'est là que tu te dis, mais enfin, genre, tu demandes à un gosse ce genre de truc, y a rien qui va, quoi. Mais du coup, c'est aussi le truc, c'est aussi pour ça que du coup, moi, les gens que je côtoyais, c'était beaucoup des personnes bi et des mecs gays parce que bah en fait au final comme ce que je disais tout à l'heure c'est que les mecs bi on a tendance à les faire passer pour des gars refoulés donc c'est moins dur de traîner avec des mecs gays même si voilà hein, ça change pas que c'est hyper biphobe hein, comme remarque mais du coup je traînais ouais, majoritairement avec des personnes bi et très peu avec des personnes typiquement lesbiennes ou même gays pas trop quand même mais un petit peu mais parce que c'était compliqué de juste d'être pris au sérieux d'être reconnu aussi comme membre de la commu aussi hein, tout simplement quand les gens ils te prennent juste pour une espèce de d'hétéro curieux, à un moment c'est un peu compliqué pour toi te sentir légitime, toi te Mm. Non, c'est clair, c'est clair. C'est toujours le problème. Et du coup, parce que là, tu parles pas mal de ton adolescence, et maintenant, ça va mieux? Ou c'est toujours pareil? oui c'est vrai que bon après je suis pas très vieux donc c'est vrai que l'adolescence c'était pas pas si loin mais oui mais maintenant c'est vrai que je suis adulte. Depuis que je suis majeur, j'ai fait que 2 villes, je suis allé à Besançon et là j'habite à Angers que je quitte bientôt.
Et à Besançon, il n'y a pas de choses LGBT, enfin il n'y a pas de choses, il n'y a pas de lieu LGBT, il n'y a pas de bar, de centre LGBT, il y a pas grand chose, enfin il y a rien. T'as pas de Pride à Besançon par exemple. Et du coup, bah, genre quand j'étais là-bas, je socialisais factuellement juste avec personne de la commune. Genre les rares gens en fait que j'ai pu connaître, c'était des gens que j'ai connus par mes études en fait, genre du coup des camarades de classe quoi. J'avais pas une sociabilisation particulière par rapport à ça. Quand je suis arrivé à Angers, pour le coup, bah Angers, pour le coup, il y a un centre LGBT, il y a une Pride, etc. Il y a 2 bars LGBT qui sont inaccessibles au possible. Il y a aussi une boîte de nuit, pareil, qui est inaccessible au possible. Donc j'ai dû aller une fois dans un bar et c'est tout. Parce qu'en fait, c'était juste pas possible. Le problème, c'est que c'est vraiment là où se fait la sociabilisation à Angers. Après, il y a aussi le problème que Angers, c'est une ville aussi, enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est une ville quand même très tournée extrême droite. Donc elle est quand même pas très, enfin carrément pas safe pour les personnes LGBT. Et du coup, c'est encore assez caché, assez à la marge les lieux de socialisation LGBT. Genre les bars en question, par exemple, ils sont très loin, ils sont pas dans le centre-ville. Enfin, contrairement à Nantes où les bars ils sont dans le centre. Du coup, entre temps, moi j'avais fait mon coming out trans, j'étais, enfin, etc. Enfin, alors, moi, j'avais fait quand j'étais à Besançon. Donc quand je suis arrivé à Angers, j'ai déjà aussi bien au clair sur les questions de cette identité-là, les questions enfin, de mon identité trans et non binaire. Du coup, j'ai commencé aussi à parce que je voulais aussi militer parce que du coup, pareil à Besançon, enfin à Nantes, je militais. Alors pas forcément dans des assos d'ailleurs, mais du coup, quand je suis revenu dans une ville où je pouvais, bah j'ai essayé de militer dans ce domaine-là parce qu'en ça, j'ai jamais vraiment arrêté de militer pour quoi que ce soit. Et du coup, bah, j'ai pris en contact avec le centre LGBT, etc. Et puis, ils avaient aussi des groupes de parole trans qu'ils avaient lancés. Donc, pareil, enfin, j'ai été allé en tant que juste participant et tout. Et du coup, je me suis un peu greffé à des projets, à différentes choses. Donc, j'ai commencé, oui, à sociabiliser dans ces milieux-là à Angers. Et notamment, c'est aussi là, la fameuse personne là, qui avait emmerdé la meuf bi parce que elle avait pas été contente parce qu'elle avait pas pu m'emmerder bien moi comme elle voulait parce que je me défendais. Typiquement, ça s'était arrangé déjà. Parce que même si là, par exemple, il y a un groupe de parole trans qui s'est lancé et tout, il y a encore quand même, bon, c'est ça dans beaucoup de villes, hein, mais il y a quand même un retard, quoi. Genre, c'est compliqué. Enfin, genre, t'as pas vraiment de représentation bi enfin, dans le centre LGBT. Tu commences un peu à avoir de la représentation trans, mais du coup, genre, après, bon, ça dépend aussi des personnes pour le coup, du centre LGBT en part entière, parce qu'il y a des personnes qui sont formidables, d'autres avec qui c'est clairement plus compliqué. Mais du coup, oui, c'est un peu comme ça. Après, c'est vrai que comme maintenant je socialise beaucoup et quasiment par les lieux trans plus que les lieux bah, LGB quoi. Factuellement dans la communauté trans il y a quand même beaucoup, enfin si c'est pas énormément de personnes bi ou pan. Du coup bah factuellement genre quand tu commences à traîner beaucoup avec des personnes trans forcément tu as aussi ce truc qui se fait et du coup c'est moins dur. Enfin genre c'est factuellement plus facile de se mobiliser avec des personnes trans quand t'es bi que quand tu te socialises avec les personnes cis avant. Mais du coup, la question d'être en handi avec ça, c'est que pour le coup, c'est toujours très compliqué d'accéder au lieu. Là, le centre LGBT, ça va, il est à peu près accessible. Encore, je dis à peu près. Euh, mais pour te dire, c'est qu'ils ont une membre à temps complet de leur centre qui est handi et qui est quasiment jamais là parce qu'en fait, les trucs sont pas accessibles et ils s'en servent un peu de totem en mode bah non regardez la Chine elle est handi et elle voit pas le problème donc il y a pas de problème d'accessibilité dans nos trucs quoi. Et alors que quand tu parles à la personne elle te dit oui moi je viens jamais parce que c'est pas accessible quoi. Elle te dit pas ouais non je leur ai dit que c'était ok quoi. Mais du coup ouais non les lieux de stabilisation enfin globalement Angers est une ville pas du tout accessible. L'espace public est dans un état lamentable, les lieux sont dans un état lamentable. Voilà, je viens de finir un master aux Beaux-Arts d'Angers. L'école est inaccessible au possible. Bon, elle est LGBTophobe au possible aussi, mais Le combo. ouais, non, ils sont, voilà, ils sont aussi très racistes, mais ça, pour le coup, c'est pas trop un sujet qui me concerne, mais c'est aussi un problème qu'il y a dans cette école. Et du coup, ouais, c'est compliqué parce que du coup, enfin, je sais que moi, je passe plus, enfin, là, avec toutes ces choses qui se combinent et tout, avec les questions de classe, hein, toujours, parce que mine de rien, c'est une question de classe sociale, surtout quand tu fais des études en art et tout. Niveau classisme, tu t'en prends quand même plein les dents. Bah, du coup, tu te retrouves à voir. Moi, je sais que je mets beaucoup plus de temps et d'énergie sur la question de handi parce que pour moi, c'est aussi une des questions sur lesquelles je prends enfin, où j'ai le plus de problèmes, plus de difficultés au quotidien, où il y a le plus grande part de discrimination dans ma vie. Même si bon, étant pareil visiblement LGBT, genre j'ai plein de problèmes dans la rue aussi par rapport à ça, que ce soit des regards, des insultes, enfin genre ou carrément se faire péter la dent, enfin les dents, enfin genre
Parce que, voilà, Angers, c'est vraiment, quand je dis que c'est pas safe, c'est vraiment pas safe. Genre, ça m'est déjà arrivé en allant juste à mon école, en passant dans la rue, de me faire prendre une tarte par un gars, tu vois, enfin, genre, Ouais, et vivement que tu déménages du coup. ça, je suis très content de me barrer de cette ville. Tu m'étonnes. Et tu vas où du coup? Tu déménages où après? Je vais dans la banlieue de Genève, donc carrément à l'autre bout. Ouais. Je quitte la France! OK. Du coup, ouais, ça va me changer, mais du coup, ouais, du coup, c'est compliqué en fait, parce que comme enfin, en tout cas dans mon cas, il y a quand même pas mal de choses qui s'ajoutent au fait juste d'être bi. Je mets beaucoup d'énergie dans forcément d'autres choses aussi. Et comme justement, comme je te disais, je traîne beaucoup dans la commu trans. Bah, la question bi, comme elle est beaucoup plus facile dans la commu trans, elle prend mine de rien moins de place pour me sociabiliser et tout. Même si, enfin, genre, ça n'empêche pas que je suis quand même vu comme une espèce de déviance par le monde cis et hétéro, quoi. Alors, donc ça, l'espace public me le rappelle bien tous les jours, il y a pas de souci. Euh, Non, c'est sûr, je pense que quand tu cumules autant, il faut aussi savoir choisir ses batailles un peu, parce que si tu essayes d'être sur tous les fronts, c'est épuisant et c'est pas possible. Déjà, quand t'es handicapé, bah voilà, on se fatigue plus vite que les valides, et donc forcément, c'est encore plus fatigant pour nous. Et il faut essayer de choisir ses combats et ne pas finir en burn-out, n'est-ce pas? Je dis ça à mon moi d'il y a quelques, d'il y a quelques mois, justement. Parce que ouais, les burn-out, c'est pas cool. Bah, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'on a moins d'énergie, moins de force que les valides, mais à contrario des valides, en fait, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts parce qu'on est obligé déjà de les supporter, mais en plus de devoir se revendiquer, etc. Et je sais que typiquement, genre là, j'ai un petit peu arrêté parce que bah, niveau temps, énergie et tout, c'est un peu compliqué vu que j'ai beaucoup de choses à gérer et puis bah, j'ai des études à gérer et tout. Enfin, mine de rien, je fais quand même pas mal de choses. Mais j'essaye de continuer. Je fais pas mal sur mes réseaux sociaux de la pédagogie justement LGBT de manière générale et handi. Et justement, souvent, dès que je vais parler de bisexualité, genre, c'est souvent des personnes cis qui, quand je parle de questions de trans, sont en mode ah c'est vachement intéressant, machin et tout. Et dès que je vais parler de bisexualité, ils vont venir dans mes DM pour me dire non mais ça existe pas, ça machin et tout, c'est que de l'homophobie, machin et tout. Et tu fais, je prends toujours ce parallèle parce que c'est un parallèle que je vis, tu vois. Me dire que la bisexualité c'est comme de l'homophobie, pour moi c'est comme me dire que l'NBphobie c'est de la transphobie, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et c'est en mode, bah en fait il y a forcément des points communs en fait, parce que bah forcément ça touche aux identités sexuelles, aux identités de genre, tu vois. Mais il y a des particularités, donc c'est pas pour rien qu'on s'est emmerdé à les nommer quoi. La biphobie, il y a cette question de multisexualité qui est quand même niée. L'NBphobie, c'est quand même un truc où, mine de rien, tu es quand même dans une société qui nie complètement ton existence, où t'as aucune reconnaissance. Enfin, donc forcément, tu veux pas avoir de la transphobie dans la biphobie, mais genre juste dire c'est exactement la même chose, c'est con. Et bah pour la biphobie, c'est un peu pareil quoi. Genre, Ouais, c'est clair. Non, et puis surtout, les gens qui disent que la biphobie, ça existe pas, rien que le fait de dire ça, c'est de la biphobie, en fait. Genre, oui, du coup, ça me fait toujours marrer un peu ça. non, non, mais complètement, complètement. Et du coup, ce que tu dis aussi, c'est grave intéressant sur, ben, en fait, vu que les milieux militants et les milieux queer ne sont pas accessibles, il y a beaucoup de personnes handies qui font du militantisme en ligne, n'est-ce pas? Comme ce podcast, qui est un projet militant, et je le répéterai jamais assez. Et le militantisme en ligne, c'est du vrai militantisme, c'est légitime, et souvent c'est le seul moyen d'accès pour les personnes handies, parce que sur le terrain, c'est trop galère. Voilà. Oui, puis c'est un sacré privilège valide hein, de dire que le militantisme en ligne n'est pas du militantisme. Parce que les valides ne font littéralement rien pour que les lieux soient accessibles, mais par contre, t'es pas un vrai militant si la majorité, si ce n'est l'exclusivité de ton militantisme, il est en ligne, quoi. Comme si, et c'est ça qui me fascine, c'est comme si Internet n'était pas quelque chose qui influait sur le réel. On est quand même à l'ère du numérique, enfin genre énormément de choses passent par le numérique. En plus du coup avec la pandémie, qu'il faut rappeler, n'est pas fini, parce que j'en ai marre d'entendre partout que c'est la fin de la pandémie. Non, on est toujours bien dedans. Bah mine de rien, on a aussi beaucoup expérimenté, ce n'est plus, même si bon, mine de rien pour beaucoup de personnes ordi, on sociabilisait déjà beaucoup par Internet, mais ça s'est encore plus développé. Même des personnes ordi qui avant socialisaient pas trop via Internet à cause de la pandémie ont dû passer bah, à Internet parce que elles étaient pas forcément obligées avant, mais comme elles étaient fragiles par rapport au Covid ou ce genre de choses, bah forcément ça met des contraintes quoi.
Mais du coup, moi, ça m'a toujours fasciné ce truc de dire, ouais, le militantisme en ligne, c'est pas du militantisme, ou même question même de relations humaines. Un truc qu'on dit souvent, c'est que les amis que tu te fais en ligne, c'est pas des amis ou ce genre de choses. Et à chaque fois, je me dis, waouh, c'est un super privilège valide de dire des choses pareilles, tu vois. Genre, moi, j'ai des amis que je me suis fait en ligne. On n'aurait jamais pu être amis autrement, que ce soit par des questions enfin, de géographie, on est trop loin, bah, on peut pas se déplacer comme on veut, on va pas dans les lieux de sociabilisation, générale. Enfin, genre, à Angers, littéralement, il y a 3 bars accessibles, quoi. Enfin, genre, Ouais, ouais, ben, non, mais complètement. Enfin, là, tu parles de tout ça, moi, ça me fait penser juste à toutes les personnes géniales que j'ai rencontrées grâce à ce podcast. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui disent que le militantisme en ligne, c'est pas du militantisme, j'ai envie de leur faire lire tous les messages que je reçois de personnes qui me disent que écouter mon podcast, écouter le podcast, ça leur fait du bien et qu'elles se sentent moins seules. Et il y a aussi des personnes valides qui m'envoient des messages pour me dire qu'elles ont appris des trucs et tout. Et c'est là que je sais que mon podcast, ça sert à quelque chose et que c'est pas un truc dans le vide comme ça. Donc oui, c'est du militantisme, ça fait bouger les choses à une moindre échelle, mais ça fait bouger les choses quand même. Même si c'est juste quelques personnes, c'est toujours ça de prix. Et c'est ce qu'on veut. j'ai beaucoup comme retour, pareil, sur mon travail, parce que, mon travail, genre, je le présente aussi IRL, hein, je fais des expos et tout, mais effectivement, la plupart du temps, les gens voient mon travail sur internet et même mon travail militant sur internet. C'est vrai que moi aussi, j'ai des retours de gens, soit des personnes concernées, parce que, enfin, et aussi j'ai de la chance, c'est que mon plus gros réseau social, c'est Instagram. Effectivement, il y a quand même, genre, j'ai dit à peu près 2000 abonnés, donc c'est pas un très très gros compte, mais c'est quand même pas un tout petit compte. Bah, j'ai quand même déjà une commu très très mimi. Genre vraiment les gens qui me suivent sont des gros bibous, j'ai quand même cette chance-là de pas trop avoir de risques de harcèlement de faf. Ça m'est déjà arrivé, mais bon, c'est quand même assez rare. Mais voilà, j'ai quand même des retours de gens, que ce soit des personnes concernées directement, qui ça leur fait du bien, mais des fois, oui, j'ai des personnes, typiquement genre les proches de personnes handies qui disent, bah mince, moi je pensais bien faire, mais en lisant ton truc, je me rends compte qu'en fait, bah, en fait c'était un peu de la merde ce que je faisais. Enfin genre, et qui vont t'envoyer des messages hyper mimi ou voilà, ou des gens qui ouais, se sentent représentés et à qui ça fait du bien, quoi. Je vois pas comment ça pourrait ne pas avoir d'influence dans le réel. Enfin, genre, c'est comme le cyberharcèlement, genre dire que ça serait comme dire que c'était pas du harcèlement. Enfin, il y en a qui le disent, hein, c'est très con, hein, mais les choses sur Internet ont une répercussion réelle. Et puis, bah, typiquement avec le cyberharcèlement, il y a bien des gens derrière qui le font, tu vois. Tout ça pour dire, tout ce qui se passe sur internet et sur les réseaux, c'est de la vraie vie, OK? Et voilà, et en fait, on a un peu beaucoup dévié du sujet, mais c'est pas grave. Ça arrive très souvent dans ce podcast et c'est mon premier enregistrement depuis longtemps, du coup, ça ne m'étonne pas du tout. Mais du coup, ben, merci déjà d'avoir, parlé de tout ça, c'est hyper important et merci d'avoir parlé de ton vécu et tout, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Et je rappelle que moi, je ne force pas mes invités à dire des choses. C'est elles disent ce qu'elles veulent. Et du coup, voilà, merci d'avoir partagé tout ça. Et là, on arrive à la dernière question, qui est la fameuse question recommandation culturelle. Vraiment, j'adore dire cette phrase. Je ne m'en lasserai jamais. Parce que c'est vraiment un peu mon moment préféré du podcast. Du coup, est-ce que tu as des recommandations culturelles avec un des sujets que l'on vient d'aborder? Est-ce que tu as croisé des personnes ou des personnages dans la pop culture, qui t'ont, fait du bien ou qui t'ont inspiré? Ou des personnes handicapées, enfin, comme tu veux. Je vais parler déjà de 2 grandes figures qui ont été très importantes justement quand j'étais ado, qui ont été très importantes pour beaucoup de gens aussi, hein, mais pour le coup, c'est carrément pas rare. C'est bah, Queen et Freddie Mercury, qui est pareil, une icône bi qu'on oublie souvent qu'il était bi. Parce que c'est plus simple de dire qu'il était gay, parce que comme il est mort du sida, forcément, il pouvait être que gay alors qu'il était bi. Et bah, évidemment, aussi Lady Gaga, qui pareil, elle aussi est bi, et notamment sa chanson Poker Face, qui, quand j'étais ado, était vraiment très importante pour moi, parce que justement, ça avait ce truc de, généralement, les gens faisaient pas gaffe, alors que ça parlait complètement de bisexualité. Du coup, voilà, il y a ces deux gros monstres de la pop culture qui, euh, qui étaient là. Ou même pour quelqu'un de NB, enfin de non-binaire et de bi, dans la pop culture, on a aussi Prince, qui pareil a été on a complètement effacé ses identités queer à sa mort. Et puis bah tu citais Vivre avec tout à l'heure, son travail en tant que bah, personne handi, NB et bisexuel, genre son travail est vraiment formidable.
H. Paradoxae aussi, sur les questions handi, et notamment autour de l'autisme, par exemple, qui fait un travail vraiment qui fait du bien. Et je dirais aussi Omu, qui fait de la musique, qui tient aussi le compte T'as pas l'air autiste, qui fait beaucoup de contenu, et la musique qu'elle fait est très... elle parle beaucoup des questions handi, des questions de genre, etc. Et puis enfin, le duo Morgane et Aimé Pestel, voilà, qui font des collages et des illustrations, et qui ont un travail beaucoup sur les questions de genre, de handicap, etc. Parce que les deux sont handicapés. Big up Morgane, qui a témoigné dans l'épisode 6 du podcast, du coup, que je vous recommande si vous l'avez pas déjà écouté. Voilà. Non, grave, j'aime bien ce petit panel de personnes handiqueer qu'on aime bien. Du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas pensé à la musique et pourtant, il y en a quand même beaucoup et pourtant, j'adore la musique. Enfin, c'est un peu mon premier amour. Je sais que c'est plus simple aussi quand c'est le truc que j'ai eu quand j'étais ado, donc c'est forcément le médium le plus simple à avoir, quoi. Bah, c'est ça. Mais oui, mais même la chanson de Lady Gaga, enfin Born This Way, genre, c'est un hymne. Enfin, voilà. Du coup, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça alors que c'est quand même un peu la base. Mais moi, oui, c'est vrai que je pense toujours aux séries parce que j'adore les séries, que je regarde beaucoup trop de séries et que moi, c'est vrai que ma représentation bi, elle s'est fait, en tout cas dans la pop culture, aussi beaucoup par les séries quand j'étais ado et jeune adulte. C'est marrant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de séries médicales qui ont des personnages bi. Notamment, je pense à moi, Grey's Anatomy, Cali Torres dans Grey's Anatomy, qui était vraiment iconique pour l'époque et qui pour moi a été vraiment importante, qui est jouée par la géniale Sarah Ramirez, qui est une personne non binaire et bi également. Et ça, c'est top. Du coup, il y a eu ouais, Cali Torres dans Grey's Anatomy et aussi, je crois que c'était encore avant, il y avait numéro 13 dans Doctor House, qui était joué par Olivia Wilde. Aussi, enfin là, à l'époque, vraiment, c'était des séries où genre le mot bi était dit et tout, et c'était, enfin pour l'époque, c'était assez pas révolutionnaire, mais presque. Et c'était vraiment important. Et là, ces derniers mois, j'ai regardé une série qui s'appelle New Amsterdam, qui est aussi une série médicale qui est un peu plus récente, du coup, je crois qu'il date de 2018. Et là, vraiment, on sent qu'il y a une évolution dans la représentation des personnages queer. Enfin, même en soi, la représentation des minorités dans cette série est top, enfin, est vraiment bien faite. Et pour le coup, il y a un personnage bi qui est le docteur Bloom, le docteur Lauren Bloom, qui est une meuf hyper badass qui est la chef des urgences de l'hôpital. Et du coup, elle est bi, mais c'est genre totalement un non-sujet. Donc au début de la série, elle couche avec un de ses collègues, qui est donc un mec. Et puis au fil de la série, elle se met en couple avec une femme. Et on apprend qu'elle avait eu des relations avant avec des femmes, mais elle s'était jamais mise en couple avec une femme. Et moi, j'étais là, oui, je savais qu'elle n'était pas hétéro. Bref. Un moment de satisfaction qu'on connaît tous. C'est clair. Et du coup, enfin, je trouve ça top de voir l'évolution en fait des premières séries où voilà, les choses avaient vraiment besoin d'être dites pour qu'il y ait de la représentation et tout, et où maintenant ça commence vraiment de plus en plus à être un non-sujet et il n'y a pas de stéréotype biphobe. Enfin, c'est juste la meuf, elle date des gens, elle sort avec des gens et c'est tout, et on s'en fout si c'est une femme ou un homme ou whatever. Et c'est top, et c'est pour ça qu'on veut de la visibilité aussi et que c'est important d'en parler, et le but c'est qu'on n'ait plus besoin d'en parler en fait. Et du coup je trouve ça chouette que ouais, que ça devienne de plus en plus un non-sujet dans les séries et que ça soit de plus en plus normalisé, et c'est vraiment vraiment top. Et là d'ailleurs il y a la saison 5 de New Amsterdam qui va sortir à la rentrée. D'ailleurs, je crois que New Amsterdam, c'est une des rares séries que j'ai recommandées dans le podcast qui a plus de 3 saisons, hein. Parce que souvent les séries où il y a beaucoup de minorités, c'est souvent vite annulé. Mais là, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, elle est très mal distribuée en France, cette série, je sais pas pourquoi. Il y a les 2 premières saisons sur Netflix, ça je sais. Mais après, c'est très dur de trouver les autres saisons, alors que voilà, la saison 5 va commencer aux États-Unis, quoi. Et d'ailleurs, je viens de penser à des dessins animés en plus c'est marrant parce que je viens de les revoir il y a pas très longtemps, où il y a des personnages bi. Alors
le génialissime Steven Universe, qui, si vous l'avez pas vu, vraiment foncez, c'est incroyable. Au niveau représentation, t'as vraiment un panel très très grand, et vraiment les personnages sont giga badass et tout. Ou mine de rien, bah Rose, donc la mère du personnage principal, est une femme bi. Enfin voilà, la représentation est vraiment très très cool. C'est très très queer. Et sinon, bah tu vas voir dans Adventure Time Marceline, avec le couple iconique Marceline et Bubblegum. Et du coup, Marceline qui est justement présentée plusieurs fois comme étant sortie avec des mecs du coup la princesse. Voilà. Et puis c'est très drôle, c'est un peu, enfin, c'est assez tiré par les cheveux Adventure Time. Donc, J'avoue, je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Je sais que tout le monde m'en parle et qu'il faut que je regarde, mais j'ai toujours pas regardé. Mais du coup, ça me donne encore plus envie de regarder. bah, je sais que dans Adventure Time, il y a même une question un peu de handicap à un moment. Parce que justement, en fait, il y a un personnage qui se retrouve à être handicapé, du coup, bah forcément. En plus, je trouve que c'est intéressant comment c'est traité, parce que comme ça lui arrive d'un coup, genre c'est un accident. Genre il y a tout ce truc au début, il est un peu dans le déni et tout. Du coup, il doit apprendre à revivre avec. Mais c'est pas misérabilis ni rien, quoi. Genre c'est vraiment, il perd dans un accident son bras. Tu vois. Et du coup, bah factuellement, il doit réapprendre à faire les choses sans son bras. En plus, pour un dessin animé qui est quand même, oui, voilà, dans un univers un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est quand même vachement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien fait et tout. Ouais, c'est chouette que des dessins animés en parlent. Ben, trop bien. Et en vrai, oui, ça me donne encore plus envie de les regarder du coup. Mais en même temps, il y a tellement de choses à regarder et il y a seulement 24 heures dans une journée. Je suis désolée à un moment donné, je peux pas tout voir non plus. Mais ouais, du coup, ouais, New Amsterdam, c'est vraiment top. Vraiment, moi, c'est la série, je dis tout le temps, si vous en avez marre de Grey's Anatomy, allez regarder New Amsterdam parce que c'est trop bien. Et d'ailleurs, il y a une actrice sourde qui joue un personnage sourd du coup. Mais dans les dernières saisons, il y a un personnage sourd qui est trop badass et trop bien. Et la représentation dans New Amsterdam, c'est trop chouette, mais je l'ai déjà dit. Et du coup, il y a une deuxième et dernière série que je voulais recommander qui s'appelle High Fidelity, qui est un reboot d'un film des années 90-2000 là avec Jack Black et je sais plus qui comme acteur là, et qui est une série top du coup parce que c'est vraiment un reboot de qualité qui a été fait en 2020 du coup où il y a quand même beaucoup plus de diversité et de représentation et où la femme de ma vie, a.k.a. Zoé Kravitz, est le personnage principal. Et voilà, rien que pour ça, j'ai envie de dire, il faut regarder cette série. Non mais, du coup, c'est top parce que là encore, le personnage de Zoé Kravitz, du coup, c'est Robin, qui est bi, et c'est aussi un non-sujet. Robin, c'est une meuf un peu genre la trentaine qui habite à New York et qui est patronne d'un disquaire. Un disquaire un peu un truc de hipster là où tout le monde vient chercher des vieux vinyles et tout. Et elle est un peu paumée dans sa vie et surtout dans sa vie sentimentale et elle recontacte un peu tous ses ex pour savoir ce qui s'est mal passé et pourquoi ça s'est mal passé. Et dans ses ex, il y a une meuf, et du coup, elle va recontacter cette meuf-là, et c'est totalement un non-sujet aussi, genre, oui, bah avant on était ensemble, et maintenant je crois qu'on est potes, enfin voilà, et c'est top, vraiment, et Zoé Kravitz, c'est incroyable dans cette série, et je l'aime tellement. Vraiment, il lui faut plus de rôles comme ça, de rôles principal où c'est vraiment elle qui est mise en avant parce que elle a tellement de talent et de charisme et tout. Bref, voilà, je vais me taire. Mais d'ailleurs, je pense que j'en ai un peu marre de recommander des séries en fait parce qu'à chaque fois, je dis que la série en question a été annulée au bout d'une saison. Voilà. Et ça commence à être fatigant, vos histoires là, d'annuler toutes les séries où il y a des queers et des racisés et machin. Hein. Du coup, je crois que je vais recommander que des livres à partir de maintenant parce que j'en ai marre. D'ailleurs, je crois que Zoé Kravitz avait eu un petit message, elle avait fait un petit tacle à la boîte de prod en disant, quand ça avait été annulé, en disant bah c'est sûr que il y a vachement de séries avec une femme noire en personnage principal. C'est vrai que c'était une super bonne idée de l'annuler. Enfin, genre, c'était hyper cynique comme ça. Et j'avais beaucoup aimé. Bref, voilà, je vais arrêter de parler de mon amour pour Zoé Kravitz. Et du coup, High Fidelity est dispo sur MyCanal, si je ne dis pas de bêtises, en France. Et c'est rapide vu qu'il n'y a qu'une seule saison. Et voilà, New Amsterdam, High Fidelity, et je pense que c'est tout. Oui.
Du coup, merci Sahara d'avoir participé, c'était vraiment chouette et intéressant et ça me fait toujours plaisir de discuter avec d'autres personnes handy et queer, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup, genre, comme ça, en plus, j'ai pu reparler de question de bisexualité, ça faisait, longtemps que j'avais pas eu l'occasion, donc ça m'a fait très plaisir. Oui, c'est vrai que maintenant t'es plus, bah, comme tu disais, enfin, c'est vrai que moi ça fait un moment que je te suis sur Instagram et c'est vrai que maintenant t'es plus dans le côté trans de la force. Exact. Du coup, ouais. Non, c'était chouette, c'était chouette. Merci beaucoup et merci, comme d'habitude, à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Et je rappelle que le podcast est dispo sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, iTunes, et également sur YouTube en vidéo sous-titrée et sur mon site internet H comme on dit podcast où vous avez toutes les retranscriptions des épisodes car c'est important et il faut rendre accessibles vos podcasts, les podcasteuses là. Je vous parle. Merci. Et voilà, merci à tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve le mois prochain du coup et on parlera normalement de masculinité et de handicap parce qu'apparemment il n'y a pas assez de mecs dans ce podcast. Et du coup j'essaye de donner plus de diversité et plus de points de vue, toujours mon but. Et du coup voilà, le mois prochain on parlera de masculinité.